Le 11 juin 2019, les procureurs fédéraux du district sud de New York rédigent un mémo confidentiel sur Jeffrey Epstein. Pas un article de blog, pas une théorie en ligne, un mémo de procureurs fédéraux américains classifié confidentiel, produit dans le cadre d'une instruction criminelle. Et dans ce mémo, ils utilisent un terme très précis pour décrire ce qu'ils ont trouvé. Pas le mot réseau de prédateurs, pas le mot cercle d'abuseurs, pas même trafic sexuel, bien que ce soit la qualification retenue. Ils écrivent noir sur blanc, Epstein a essentiellement opéré une pyramide d'exploitation sexuelle. Une pyramide. Le mot compte. Une pyramide, ce n'est pas un monstre isolé avec un carnet d'adresses. C'est une structure avec des étages, des rôles définis, des rémunérations à chaque niveau, un mécanisme d'auto-alimentation conçu pour durer et pour grandir. Une organisation. Cette vidéo ne va pas vous parler de théorie. Je ne vais pas vous demander de croire quelque chose que vous ne pouvez pas vérifier. Tout ce qui suit est documenté dans des mémos de procureurs, des dépositions judiciaires, des actes d'inculpation fédéraux et des témoignages sous serment. Ce qu'on va faire, c'est remonter cette pyramide, étage par étage, du bas vers le haut. Et à chaque étage, vous allez reconnaître quelque chose. Parce que le génie de ce système, si on peut appeler ça du génie, c'est qu'il ne se cachait pas dans l'ombre. Il se cachait dans des endroits que vous connaissez déjà, des marques que vous portez, des institutions que vous respectez, des films que vous avez regardés sans comprendre ce qu'ils vous montraient. Commençons par le bas. Le mode opératoire de base est décrit avec une précision chirurgicale dans les documents judiciaires. Des filles, la majorité entre 14 et 17 ans selon le mémo du parquet fédéral de New York, sont approchées avec une proposition simple. Venir donner un massage à un homme riche dans sa villa de Palm Beach ou son manoir de Manhattan. En échange, 200 à 300 $ en liquide, payés immédiatement après. Ce n'est pas une arnaque élaborée, ce n'est pas une manipulation psychologique complexe. C'est une proposition économique, ciblée sur des adolescentes qui avaient besoin d'argent. Courtney Wild avait 14 ans quand elle a reçu cette proposition pour la première fois. Elle a dit au Miami Herald, des années plus tard, « J'avais 16 ans. Je lui ai apporté environ 75 filles, toutes âgées de 14, 15, 16 ans. Des filles qui étaient en 4e, en 3e. Je les recrutais à l'occasion des fêtes, des soirées entre collégiens. » Sa mère était toxicomane à l'époque. Elle était souvent seule. 200 $ représentaient une fortune. Mais voilà la partie qui transforme une histoire de prédateur individuel en quelque chose de radicalement différent. Après la première visite, après l'abus, Epstein proposait quelque chose d'autre. Pas juste de l'argent pour revenir, de l'argent pour amener quelqu'un d'autre. Une prime de recrutement, comme du marketing de réseau. Les filles qui amenaient une nouvelle fille recevaient un bonus. Celles qui en amenaient plusieurs étaient mieux payées. Certaines sont devenues des recruteuses à plein temps. Des adolescentes qui recrutaient d'autres adolescentes, souvent dans leur lycée, dans les centres commerciaux ou aux fêtes de quartier. Courtney Wild, avant ses 16 ans, avait recruté entre 70 et 80 filles. 70 à 80. Une seule adolescente en moins de 2 ans. Le mémo du parquet fédéral de New York décrit le mécanisme avec précision. Epstein dirigeait également certaines de ses victimes pour recruter d'autres victimes mineures. Certaines n'en ont amené qu'une ou deux. D'autres sont devenues des recruteuses prolifiques, amenant des dizaines de filles supplémentaires. C'est là que le mot « pyramide » prend tout son sens. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description structurelle d'un système conçu pour se multiplier. Les victimes deviennent des vecteurs, les vecteurs deviennent des recruteuses. Les recruteuses forment d'autres recruteuses. Un membre du Congrès américain, qui a eu accès aux fichiers dans leur version intégrale, a confirmé à News Station que la majorité des co-conspiratrices d'Epstein dans ce réseau étaient des femmes, elles-mêmes victimes à l'origine, transformées en rouages du système. Un expert en lutte contre la traite des êtres humains, la chercheuse Rachel Fisher, a décrit la logique de ce modèle avec une précision qui mérite d'être entendue. La pyramide décrite dans les documents exploite simultanément la jeunesse, la vulnérabilité financière, la confiance entre les jeunes, l'escalade sexuelle progressive et la protection par couche du responsable principal. C'est un système conçu pour multiplier les victimes tout en minimisant l'exposition au sommet. Conçu pour multiplier les victimes tout en minimisant l'exposition du sommet. Ce n'est pas de la prédation, c'est de l'ingénierie sociale, du marketing de réseau. Et derrière les victimes recruteuses, qui sont initialement aussi des victimes, il y avait une infrastructure,
une assistante personnelle qui planifiait jusqu'à 3 massages par jour, des employés qui appelaient les filles pour vérifier leur disponibilité et leur demander d'amener de nouvelles recrues, une personne spécifiquement chargée d'instruire les nouvelles recruteuses sur la méthode, et, fait documenté dans les emails internes du FBI, cette même personne qui, avant l'arrivée de la police à la résidence de West Palm Beach, avait retiré des preuves de la propriété. Ce n'était pas une opération improvisée, c'était une organisation avec des processus, des rôles définis et des protocoles de gestion de crise. Maintenant, remontons d'un étage. Parce que cette pyramide n'opérait pas dans une cave. Elle opérait dans des endroits que vous connaissez. Et le premier exemple est peut-être le plus stupéfiant, parce qu'il implique une marque que des millions de personnes ont dans leur tiroir. Epstein travaillait pour Leslie Wexner, fondateur de L Brands, propriétaire de Victoria's Secret, Bath & Body, Abercrombie & Fitch. Epstein était son gestionnaire de fortune, son conseiller personnel. Wexner lui avait accordé une procuration totale sur ses finances, ses propriétés et sa vie privée. En 1991, Wexner lui cède la gestion de l'ensemble de ses affaires financières et juridiques. En pratique, Epstein avait les pouvoirs d'un PDG fantôme sur l'empire Wexner. Et il a utilisé cette position pour créer une couverture de recrutement parfaite. Dès 1993, Epstein se présente à de jeunes femmes comme recruteur pour Victoria's Secret. Pas employé officiel, il ne l'a jamais été, mais recruteur officieux, utilisant le prestige de la marque comme appât. Des femmes qui rêvaient de devenir mannequins recevaient un appel, une invitation à une audition, une rencontre avec quelqu'un qui se présentait comme la porte d'entrée vers le catalogue Victoria's Secret. En 1993, 2 cadres dirigeantes de L Brands alertent Wexner directement. Elles ont appris qu'Epstein utilise le nom de la marque pour attirer des femmes. Wexner leur promet de régler le problème. Il dit à Epstein que c'est une violation de la politique de l'entreprise. Epstein continue pendant 14 ans. En 1997, Alicia Arden, une actrice et mannequin de 27 ans, dépose une plainte auprès de la police de Los Angeles. Elle raconte qu'Epstein l'a contactée en se présentant comme recruteur Victoria's Secret, l'a invitée dans un hôtel de Santa Monica pour une soi-disant audition et l'a agressée sexuellement. La plainte est enterrée, personne ne fait le lien. En 2005, Ed Razek, directeur marketing de Victoria's Secret, est présent à une soirée dans le manoir d'Epstein à Manhattan, où de jeunes femmes se présentent comme les mannequins d'Epstein. Wexner, à ce moment-là, n'a officiellement aucune connaissance de tout ça. La logique de cette façade est documentée par des avocats spécialisés dans la lutte contre la traite des êtres humains. Epstein pouvait, grâce à sa position auprès de Wexner, faire entrer légalement des jeunes femmes de l'étranger aux États-Unis sous couvert de mannequinat. Les visas, les logements à New York, tout ça financé et organisé à travers les structures légitimes de l'empire Wexner. Wexner a depuis déclaré qu'il n'avait jamais eu connaissance des crimes d'Epstein. Les documents judiciaires racontent une histoire légèrement différente. Son nom a été déclassifié en 2026 dans les fichiers du FBI de 2019, où il est identifié comme co-conspirateur. Lui, il nie toute implication criminelle et n'a pas été inculpé. Ce qui est établi, sans Wexner, il n'y a pas d'île Epstein, pas d'avion Epstein, pas de manoir de Manhattan, comme l'a dit un représentant démocrate au Congrès. Sans les Wexner, Epstein serait resté millionnaire. Wexner en a fait un milliardaire. Et c'est en tant que milliardaire qu'il pouvait accéder aux étages supérieurs. Car Victoria's Secret, c'est le cas le plus médiatisé. Mais les recherches récentes ont révélé un exemple encore plus froid dans sa logique. L'Interlochen Center for the Arts est une école de renommée mondiale. Nichée entre 2 lacs dans le Michigan, elle a formé Josh Groban, Norah Jones, Chappell Roan, Felicity Huffman. C'est le type d'institution dont on est fier d'être diplômé. Epstein, à partir du milieu des années 90, commence à s'y impliquer comme donateur. Il finance la construction d'un pavillon sur le campus. Il établit un fonds de bourse. Il organise des événements pour les anciens élèves. Il fait venir Isaac Perlman en jet privé pour un concert. En échange de quoi ? Un accès à un campus ouvert, où étudiants, professeurs, visiteurs et donateurs se mêlaient librement. Un accès à des adolescents talentueux, souvent loin de leur famille pour la première fois, souvent issus de milieux où l'argent manquait, tous porteurs d'un rêve artistique. Selon les documents du département de justice américain et une enquête journalistique publiée début 2026,
Epstein et Maxwell ont ciblé leur première victime documentée à Interlochen dès 1994. Une femme qui a témoigné lors du procès Maxwell décrit comment, à 13 ans, Epstein et Maxwell ont commencé à lui porter une attention particulière. Une relation qui a duré des années, décrite comme un processus d'emprise progressive. Une autre adolescente rencontrée sur le campus a vécu une relation similaire pendant plusieurs années. Quand elle a commencé à refuser certaines demandes, le financement de ses études a cessé du jour au lendemain. Elle décrit ça ainsi. Il nous tenait en laisse. Si tu disais non, il y avait des répercussions. La logique est identique à celle du bas de la pyramide, juste avec des instruments différents. Pas de l'argent liquide et des massages, mais des bourses d'études, des connexions, des promesses de carrière artistique. La vulnérabilité ciblée n'est pas économique. C'est là qu'un film sorti en 2014 prend une dimension troublante. Starry Eyes. Starry Eyes est sorti la même année où les premières victimes commençaient à parler publiquement. Son point de départ ressemble à ce qu'Epstein faisait à Interlochen, traduite dans le langage d'Hollywood. Une jeune actrice en galère, une audition qui semble être sa chance, un premier rendez-vous dans une pièce sombre, une caméra, une demande d'enlever ses vêtements. Elle hésite, elle cède, parce que le rêve est plus fort que la prudence. Un deuxième rendez-vous avec un producteur plus âgé qui lui rappelle combien de stars il a créé. Mais la logique du film va au-delà du simple casting canapé. Ce que les réalisateurs décrivent, c'est la mécanique précise de la compromission délibérée. L'objectif n'est pas de trouver un talent, c'est de trouver quelqu'un prêt à franchir une limite irréversible. Parce qu'une fois qu'elle l'a franchie, elle ne peut plus parler sans se détruire. Elle est à l'intérieur, elle porte les secrets du système. C'est exactement la logique documentée dans les fichiers Epstein. La différence entre un abus ordinaire et une pyramide organisée. C'est précisément ça. Le système crée de l'exposition mutuelle. Tu sais des choses sur eux, ils ont quelque chose sur toi, le silence est garanti par l'intérêt commun. Starry Eyes n'est pas un film d'horreur sur une malédiction fantastique. C'est un film d'horreur sur une infrastructure réelle. Et personne ne l'a regardé comme ça à sa sortie. Remontons encore un étage au-dessus. Parce qu'au-dessus de Wexner, au-dessus des agences de mannequins, au-dessus des façades légitimes, il y a quelque chose d'autre. La raison pour laquelle cette pyramide a fonctionné pendant 20 ans sans être démantelée. En 2008, Epstein aurait dû aller en prison fédérale pour des décennies. Le dossier était solide, les victimes étaient nombreuses. Au lieu de ça, le procureur fédéral Alex Acosta lui a négocié un accord secret. Une promesse de ne pas le poursuivre au niveau fédéral en échange d'un plaidé coupable sur des charges dérisoires. 13 mois de détention dans un établissement du comté, avec permission de sortir travailler 6 jours sur 7. 30 victimes n'ont pas été informées de cet accord, ce que la loi américaine interdit formellement. Acosta a reconnu plus tard avoir été averti de ne pas trop pousser, parce qu'Epstein appartenait au renseignement. Personne n'a jamais expliqué ce que ça voulait dire exactement. Personne n'a jamais demandé. C'est ça le sommet de la pyramide. Pas des rituels secrets, pas des complots élaborés, juste des appels téléphoniques entre des gens qui se connaissaient et un accord signé dans l'ombre pendant que 30 filles attendaient une justice qui n'est jamais venue. Cette fonction qu'avait Epstein, l'intermédiaire entre le monde officiel et ce qui se passe dans l'ombre, l'homme qui garantit l'impunité par le réseau et le compromis, Kubrick l'a décrite avec une précision remarquable 20 ans avant les révélations. Victor Ziegler dans Eyes Wide Shut n'est pas un méchant de film, il n'est pas violent, il n'est pas menaçant dans le sens classique du terme. Il est rassurant, élégant, raisonnable. Sa maison est immense mais froide, comme un endroit où personne ne vit vraiment. Il organise des fêtes, il est entouré de gens importants, et il est le lien entre les gens respectables que vous voyez en couverture de magazine et ce qui se passe derrière les portes fermées. Kubrick a créé ce personnage de toutes pièces. Il n'existe pas dans la novella autrichienne de 1926 dont le film est adapté. Il l'a voulu dans le film. Et la ligne la plus importante que Ziegler prononce vers la fin, quand il essaie de convaincre le personnage de Tom Cruise que tout ce qu'il a vu n'avait aucune importance, est celle-ci. Ces gens n'étaient pas des gens ordinaires. Si je te donnais leur nom, ce que je ne ferais pas, tu dormirais mal. Ce n'est pas du dialogue de fiction, c'est une description clinique de la fonction du compromis dans un réseau de pouvoir. Des noms que personne ne peut prononcer parce que les conséquences seraient trop importantes. Des noms que les tribunaux caviardent encore aujourd'hui dans les fichiers Epstein. Kubrick vivait parmi les élites depuis les années 60. Il en avait besoin pour financer ses films. Il en connaissait les rouages, et il a choisi de tourner la scène rituelle du film dans la demeure des Rothschild, non pas dans une des centaines d'autres propriétés anglaises disponibles, mais dans celle-là spécifiquement. Et pour moi, ce n'est pas un choix anodin.
Le film terminé, Kubrick organise une projection pour les dirigeants de Warner Bros. À Londres. Selon plusieurs témoins présents ce soir-là, ce qui suit la projection est une réunion qui dure près de 45 minutes. On entend des cris à travers la porte, on entend Kubrick répéter « Vous ne pouvez pas changer mon film, c'est dans mon contrat ». Il sort, c'est la dernière fois qu'on le voit vivant. 6 jours plus tard, le 7 mars 1999, arrêt cardiaque dans son sommeil. Kubrick avait 70 ans et des problèmes cardiaques connus. Il venait de terminer le tournage le plus long et le plus exigeant de sa carrière. Une mort naturelle est plausible. Aucune autopsie n'a été pratiquée à l'époque. Ce qui est certain, le film a été modifié sans sa supervision. Des images de synthèse ont été ajoutées pour occulter la scène rituelle. Le scénariste Roger Avary, qui avait accès à une version du script depuis le tournage, a révélé qu'une narration entière, une troisième voix qui devait relier les séquences, a disparu au montage. Et dans la scène finale du film, un détail que la plupart des spectateurs n'ont jamais remarqué, dans un magasin de jouets, pendant que les parents sont absorbés dans leur conversation, leur petite fille s'éloigne seule dans les rayons. En arrière-plan, 2 hommes la regardent. Les mêmes 2 hommes qu'on a vus à la fête de Ziegler au début. Les mêmes qui ont fait disparaître le pianiste. Kubrick ne vous montre pas la suite. Il coupe. Avary a décrit ce qu'il interprète dans ce plan final. Pendant que les adultes parlent, négocient, se mentent à eux-mêmes, les enfants sont toujours des proies potentielles. Les défenseurs du studio font remarquer qu'aucun document de production ne confirme l'existence de scènes supprimées. Que si un réseau aussi puissant avait voulu enterrer ce film, il n'aurait simplement pas été distribué. Ce sont des arguments qui se défendent, ils méritent d'être entendus. Ce qui reste dans la légende malgré tout, une phrase que Kubrick avait prononcée avant la projection. « Quand ils verront ce film, ils vont me tuer ». Ses proches ont longtemps présenté ça comme une blague. Peut-être que c'en était une, ou finalement, peut-être pas. Revenons aux faits. En 2007, Wexner découvre qu'Epstein lui a volé au moins 47 millions de dollars. Selon certaines estimations, le montant dépasse même les 200 millions. Wexner, l'un des hommes d'affaires les plus procéduriers des États-Unis, fondateur d'un empire commercial de plusieurs milliards de dollars, ne poursuivra jamais Epstein en justice pour ce vol. Il ne porte jamais plainte. La journaliste Sarah Ellison du Washington Post, dans le documentaire Victoria's Secret, Angel and Demons, pose directement la question. Pourquoi un homme aussi procédurier n'a-t-il jamais attaqué Epstein pour un vol de cette ampleur ? La réponse est évidente, celle que personne ne dit explicitement dans les documents publics, mais que la logique de tout ce qu'on vient de décrire rend difficile à éviter, parce qu'un procès aurait nécessité d'expliquer la nature exacte de la relation entre eux, ce qu'Epstein avait fait avec les ressources et les connexions de Wexner, ce que Wexner savait et depuis quand. Le silence a un prix. Parfois, le prix, c'est de renoncer à 47 millions de dollars. Plus proche de nous, en 2024, Zoé Kravitz sort Blink Twice. Un milliardaire, une île privée, des femmes dont on efface la mémoire chaque nuit pour recommencer le cycle de la fête. Une femme qui gère tout, le recrutement, l'organisation, le contrôle. La comparaison avec Epstein a été immédiate. Mais ce que la presse a moins mentionné, c'est que Kravitz n'a pas inventé le produit chimique utilisé dans le film. Dans les documents judiciaires Epstein, des enquêteurs ont retrouvé des références à des produits aux effets d'amnésie dans la correspondance du réseau. La scopolamine, drogue dite du V, provoquant amnésie et dissociation, ce qui est mentionné dans le contexte de certains témoignages de victimes. Des victimes décrivent au FBI exactement ces effets. Confusion prolongée, incapacité à comprendre ce qui se passait vraiment, état de dissociation maintenu sur des années. L'une d'elles parle d'un état qui a duré plus de 2 ans. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait pendant que ça arrivait. Ce n'est pas de la fiction extrapolée de la réalité, c'est de la réalité transposée en fiction. Et le fait de créer des fictions a toujours le même but, permettre de dire ce qu'on ne peut pas dire autrement. Comme dans Blink Twice, chez Epstein, il y avait une femme qui gérait tout dans la réalité, Ghislaine Maxwell. Recrutement, organisation, formation des recruteuses, logistique des déplacements, gestion des propriétés. Maxwell est la seule co-conspiratrice formellement condamnée. 20 ans de prison, purgeant sa peine en Floride. Elle continue à ce jour de faire appel, espérons qu'on ne la laisse pas sortir. À ce stade, une chose est certaine, les procureurs fédéraux américains ont décrit une pyramide, pas un prédateur. Une structure organisée avec des étages, des rôles, une infrastructure, des façades légitimes à chaque niveau. Et pendant 20 ans, cette pyramide a tourné. Pas dans l'ombre, en pleine lumière, dans les villas de Palm Beach où des voitures garées dehors signalaient des visites régulières à des voisins, dans les manoirs de Manhattan où des majordomes regardaient les filles entrer et sortir, dans les avions où des pilotes observaient et se taisaient,
Dans les conseils d'administration où des dirigeants savaient qu'Epstein utilisait le nom de leur marque et préférait ne rien dire, ce n'est pas une question de quelques monstres isolés, c'est une question de système. Un système qui fonctionnait parce que des gens à chaque niveau avaient intérêt à ce qu'il continue et qu'il ne soit pas dévoilé. Le bas de la pyramide, des adolescentes vulnérables transformées en recruteuses par la nécessité économique. L'étage du dessus, des institutions légitimes, une marque de lingerie, une école d'art, des agences de mannequins, dont le prestige servait d'appât. Plus haut encore, des hommes avec suffisamment de pouvoir pour que les questions deviennent embarrassantes et que le silence ait un prix. Et au sommet, tout en haut, la garantie que personne ne parlerait, pas parce que tout le monde était coupable, mais parce que le système avait fait en sorte que personne ne pouvait parler sans se détruire. C'est exactement ce que Kubrick montrait dans Eyes Wide Shut, ce que Starry Eyes montrait sur l'industrie du divertissement, ce que Blink Twice montrait sur les îles et les substances. Ces films ne sont pas des prophéties, ce sont des observations, des gens qui vivaient assez près de ce système pour en voir les contours, et qui ont choisi de les mettre dans des œuvres que tout le monde regardait en pensant que c'était de la fiction. La question n'est pas pourquoi ils l'ont fait, la question est pourquoi nous on a regardé sans voir. Voici où nous en sommes en 2026. Les fichiers Epstein dans leur version publique actuelle représentent une fraction de ce qui existe. Plus de 3 millions de pages ont été rendues publiques à ce jour. La majorité des documents détenus par le FBI restent sous contrôle de la justice. Des noms restent caviardés. Un seul membre visible de l'élite a subi des conséquences significatives, le prince Andrew, et pour des manquements civils, pas pénaux. La pyramide tient encore dans sa partie supérieure. Ce que les dossiers Epstein posent comme question fondamentale, ce n'est pas qui connaissait Jeffrey Epstein, presque tout le monde dans un certain cercle le connaissait. Ce n'est même pas qui a abusé, ça les victimes l'ont dit sous serment. La vraie question, celle que les documents commencent à poser mais que personne ne pose directement, c'est quelles institutions ont rendu ce système possible pendant 20 ans. Pas les individus, les institutions. Une marque de mode, un conseil d'administration, un bureau de procureur, une prison fédérale où les caméras étaient éteintes la nuit où Epstein est mort. Un système judiciaire qui a négocié un accord secret en 2008 sans informer les victimes. 30 d'entre elles qui ont été intentionnellement dissimulées par la justice et les médias selon les documents. Le mémo du procureur fédéral de New York décrit une pyramide. Mais une pyramide ne tient debout que parce que des structures autour d'elle la soutiennent. Et ces structures-là, les institutions, les entreprises, les agences gouvernementales, n'ont pour la plupart subi aucune conséquence. C'est ce que les fichiers n'ont pas encore dit clairement, mais ils commencent à le montrer. Il y a une scène dans Eyes Wide Shut que la plupart des gens ne regardent pas jusqu'au bout. Le film se termine dans un magasin de jouets. Tom Cruise et Nicole Kidman discutent de leur mariage, de ce qu'ils ont traversé, de ce qu'ils vont faire maintenant. C'est censé être une résolution, un retour à la normalité. Pendant qu'ils parlent, leur petite fille s'éloigne seule dans les rayons. Et dans le fond de l'image, 2 hommes la regardent, ceux-là même qui ont suivi Tom Cruise tout au long du film, ceux qui travaillaient pour Ziegler. Kubrick coupe l'image à ce moment-là. Pas de résolution, juste cette image et le sentiment que le retour à la normalité des parents n'a rien changé à ce qui continue à se passer autour d'eux. La pyramide Epstein, dans sa version réelle, ressemblait à ça. Les adultes regardaient ailleurs par intérêt, par confort, par peur des conséquences. Et pendant ce temps-là, le système continuait. Les fichiers que nous avons aujourd'hui montrent le bas et le milieu de cette pyramide avec une clarté que personne ne peut contester. Les procureurs l'ont appelée par son nom. Les victimes l'ont décrite sous serment. Les mécanismes sont établis. Ce qui reste dans l'ombre, c'est le sommet, les noms caviardés, les institutions non questionnées, les décisions prises dans les bureaux dont nous n'aurons peut-être jamais les comptes rendus. Mais la pyramide a existé, elle est documentée. Et la prochaine fois que vous verrez le nom d'une institution respectable dans un contexte Epstein, une marque, une école, une fondation, un fonds d'investissement, posez-vous cette question. À quel étage de la pyramide était-elle ? Parce que les pyramides ne tiennent pas sans fondation. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce que vous venez d'entendre. Est-ce qu'il y a des éléments documentés que vous avez vus circuler et que vous pensez mériter d'être approfondis ? Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était SH. Bye bye.